Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Swazik Michelot au micro de Nouvelle Conscience. Swazik Michelot pratique la méditation depuis plus de 20 ans. Pendant 7 ans, elle s'est intéressée à ses fondements théoriques et pratiques en réalisant une retraite traditionnelle bouddhiste. Aujourd'hui, elle propose une approche laïque de la méditation, conciliant à la fois ses valeurs éthiques et humanistes ainsi que ses fondements scientifiques. Elle est enseignante de méditation de pleine conscience auprès du grand public et propose également des programmes de Mindfulness-Based Stress Reduction, des programmes MBSR, en milieu professionnel, notamment en secteur hospitalier. Swazik Michelot est aussi auteure. Elle a récemment publié son livre « Méditer à travers l'art » aux éditions Albin Michel. Ce livre propose de relier la pratique méditative à l'aspect contemplatif et sensible de l'art. Dans cet épisode, nous revenons sur l'aspect systémique de la méditation, à la croisée du je et du nous, unis par l'inter-être constitutif du vivant. J'espère que cet épisode vous plaira et vous permettra de comprendre les ponts entre la pratique individuelle de la méditation et son intention intrinsèquement altruiste. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Swazik. Bonjour Manon. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Nouvelle Conscience. Écoute, merci de ton invitation. J'espère que tu vas bien, que ta journée commence bien. Il est tôt, il est 9h du matin, on la commence ensemble. Oh, mais c'est réjouissant, c'est chouette. Oui, moi aussi, je me réjouis qu'on puisse discuter autour de la pleine présence, de la méditation, de son lien systémique avec le monde et on fera également un détour par ton œuvre que tu as publiée aux éditions Albin Michel, dans laquelle tu proposes de méditer à travers 100 œuvres d'art. Donc, nous allons en parler à la fin de cet échange. Donc, la première question que je souhaiterais te poser, c'est concernant ton approche systémique de la méditation. Tu dis que méditer, ce n'est pas en soi se replier sur soi-même, mais au contraire, c'est s'ouvrir au monde. Tu dis que ça nous permet de nous relier à l'humanité en portant un vrai regard sur soi-même, un regard dénoué d'ego, dénoué d'impulsivité également. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur comment la méditation permet de nous relier au monde et pas finalement nous enfermer dans notre bulle. Tu dis même que ça permet de sortir de sa bulle. Oui, merci Manon pour cette question. Je pense qu'elle est vraiment essentielle. Alors, quand tu disais, pour reprendre tes mots, j'espère ne pas les déformer, quand tu disais ton approche systémique, c'est important de dire que c'est pas mon approche, c'est-à-dire que c'est systémique en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y aurait plutôt une erreur d'aiguillage depuis un certain nombre d'années, quand la méditation est partagée de façon parfois un peu erronée, si je peux me permettre, mais vraiment de façon intrinsèque. La méditation, c'est une approche systémique. C'est-à-dire que c'est tout sauf un repli sur soi. D'ailleurs, on pourrait même dire que méditer, c'est une action qui est profondément relationnelle, ou en tous les cas interreliée, interdépendante. Et donc, effectivement, il y a on manie un petit paradoxe
qui est que momentanément, il est bien question d'avoir des temps de retrait momentané et effectivement des temps de retour, non pas sur soi, mais en soi, et d'avoir des temps de réflexivité pendant lesquels, assez naturellement dans la pratique, on va avoir un regard sur soi, mais c'est-à-dire pas un regard égocentré, mais un regard qui vient un petit peu explorer le propriétaire pour voir, bah tiens, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quelles sont les intentions qui sous-tendent mes actions? Quelles sont les intentions qui sous-tendent mes actes? Quelles sont les intentions qui sous-tendent mes engagements? Et naturellement, en fait, dans le silence méditatif, dans le silence de l'assise, il y a comme quelque chose qui décante. Et donc, il y a même une image qui est souvent employée, que, en fait, l'esprit est souvent comparé à une forme de boue, de la boue qu'on est constamment en train d'agiter, et que la méditation, c'est laisser la boue se déposer au fond du verre d'eau pour retrouver une forme de clarté quant à ses positionnements, quant aux endroits où peut-être il y a des égoïsmes, des confusions, et aussi bien sûr des enjeux émotionnels. Et donc c'est vraiment un acte de clarté, et donc pour moi c'est une action engagée parce que c'est généreux en tant que tel d'aller explorer son fort intérieur, je dirais, avec toute sa complexité, toute son ambivalence, et l'intention c'est de revenir au monde en étant plus clair. Donc, même traditionnellement, je pense que c'est important de se souvenir d'où vient cette pratique. Traditionnellement, avant de commencer à méditer, il y a ce souhait qui est formulé, et de dire puisse cette assise être bénéfique à autrui. Donc, le côté systémique, il est intrinsèque, d'autant que dans la psychologie de la pleine conscience, il n'y a pas un intérieur et un extérieur. En fait, que ce soit la vie intérieure ou la vie extérieure, c'est un même monde d'expérience. C'est pas duel. Et donc, les états soi-disant intérieurs, la confusion, la peur, la haine, ou toutes ces émotions-là, elles sont très intimement reliées. Enfin, elles se manifestent vers l'extérieur. Oui. Donc, tout ça est interrelié, et donc c'est en ça que c'est systémique, puisque méditer, c'est porter un regard sur le fonctionnement de l'humain, en ayant un sous le coude, à proximité. Mais c'est pas comprendre un humain, c'est comprendre l'humanité à travers son expérience incarnée. Et donc voir comment tout ça peut nous mener à un positionnement un petit peu moins égocentré, pour rester quand même modeste, parce que tout ça c'est compliqué, un petit peu plus clair, un petit peu plus sage, et à l'échelle de notre cellule familiale comme à l'échelle de notre société. Ça, si tu veux, ça vient concerner toutes les échelles, donc c'est vraiment systémique en soi, et ça serait oublier cet aspect systémique de la méditation qui, à mon sens, serait dangereux, et en fait, du coup, une espèce de pratique de bien-être ou de développement personnel très utilitariste. Oui, c'est très important ce que tu soulignes, et tu en parles dès le début de ton œuvre, là, Méditer à travers l'art, que la vision telle qu'elle est, de la méditation telle qu'elle est présentée dans certains pays occidentaux, est justement très liée au développement de soi. Et pourquoi, selon toi, on a choisi de s'approprier cette pratique de cette façon? Pourquoi la vision systémique n'est pas plus présente, en fait, dans la représentation de la méditation telle qu'elle est faite dans certains pays occidentaux par certains pratiquants?
C'est une question compliquée. Pour tout te dire, j'aurais vraiment l'aspiration de trouver les mots justes. C'est que je crois tout simplement qu'on est dans une ère de l'instrumentalisation et tout ce qui peut être récupéré commercialement est récupéré. Et il me semble tout simplement que le champ du bien-être cherche à tirer profit de la méditation de pleine conscience, et ce qui est un vrai paradoxe et un vrai contresens, puisque en fait dans la pleine conscience et dans la méditation, c'est au contraire un espace dans lequel on essaye de retirer tout enjeu. Voilà, donc c'est un chant des sirènes, je pense, de notre époque, le chant des sirènes de l'instrumentalisation, de la commercialisation, et qui peut tout emporter sur son passage, dont la méditation de pleine conscience. Et puis je crois, pour répondre à cette question, qu'il y a aussi une responsabilité du côté des enseignants, peut-être le manque de formation qui transforme la pleine conscience et la méditation en des techniques de bien-être. Je pense qu'il y a des responsabilités à chercher également du côté du neuromarketing, qui a lui aussi joue un rôle dans cette instrumentalisation en faisant un usage très opportuniste des études scientifiques, et puis les médias qui relayent ces infos, qui tirent profit de ces infos. Et puis d'une certaine façon, il y a aussi nos propres tendances humaines, et la volonté de trouver des techniques un peu prêtes à l'emploi au service d'un bien-être immédiat, d'une forme de confort. Et la méditation, pourtant, en essence, elle vient nous dire que ce qu'on pourrait appeler le bien-être, ou en tous les cas la santé psychologique, elle est intimement reliée à la conscience de l'interdépendance et du développement d'un certain sens de l'altruisme. Et ce sans quoi le bonheur, d'un point de vue de la psychologie bouddhiste même, et d'un point de vue donc traditionnel, et puis qui est aussi présent dans la pleine conscience, l'idée d'un bonheur durable, elle est totalement interdépendante de celui d'autrui. Donc peut-être pour illustrer ça, il y a cette phrase qui dit quelque chose comme « Si tu veux t'aider toi-même, aide les autres. Et si tu veux aider les autres, aide-toi toi-même. » Et finalement, c'est assez proche, je dirais, de l'état d'esprit de la pleine conscience. Et donc, je pense que c'est à nous, enseignants, d'être très vigilants et courageux aussi dans la façon de présenter et d'enseigner le sujet. Et c'est aussi à nous, enseignants, de rappeler les fondements éthiques de cette pratique, car en fait, le retrait méditatif, c'est pas une fin en soi, c'est un retrait qui est ni un repli, ni un désengagement, encore moins une espèce de planque, mais une façon à la fois de revenir à soi-même, aux autres et au monde, en étant plus clair et en étant plus généreux dans nos engagements, quelle que soit l'échelle de nos engagements. D'accord. Comment, selon toi, ça permet en fait de s'identifier, de sentir qu'on fait partie de ce même grand tout? Concrètement, est-ce que c'est par le fait de nous rendre compte de notre, de la cyclicité de toute chose? Est-ce que c'est le fait d'avoir un peu une dissociation entre notre identité, parce que dans l'acte de méditer, c'est ça, parfois on est dans une sorte de flottement où l'identité en fait est dissoute dans l'unicité de l'univers. Et pour les gens par exemple qui n'ont jamais médité, ça peut peut-être être un peu flou, toutes ces notions. Donc concrètement, comment montrer l'altruisme méditatif, comment le faire comprendre à ceux qui ne méditent pas? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Oui. Il me semble. En fait, déjà, la méditation, contrairement à certaines représentations, c'est pas une pratique d'évitement. C'est pas une pratique dans laquelle on vient fuir. C'est une pratique de contact. C'est une pratique de contact avec sa propre expérience. Alors, ça peut paraître évident qu'on est en contact avec soi-même, puisqu'on passe 24 heures sur 24 avec soi.
mais en réalité d'avoir un véritable contact avec son expérience et d'entrer dans une vraie connaissance qui n'est pas un jugement, qui est vraiment une exploration presque assez phénoménologique en fait, de ce que c'est que d'avoir des pensées, d'avoir des émotions, d'avoir des sensations, d'avoir des perceptions. C'est quelque chose qui demande un apprentissage. Donc cet apprentissage et cette pratique, c'est la méditation. Je dirais qu'une des intentions, à travers ce regard sur sa propre expérience incarnée, il y a aussi cette exploration de venir vraiment aux origines de la souffrance. Et de venir comprendre, sentir en soi-même, par soi-même, quelles sont les causes, je dirais, fondamentales de la souffrance. Et dans ces causes fondamentales, il y a effectivement venir ressentir, passer du temps vraiment avec des notions qui ne sont pas des concepts d'ailleurs, qui sont des choses réelles, vraiment explorer l'aspect impermanent, précaire, fragile de ce que c'est que d'avoir une existence humaine. C'est pas si évident parce qu'on peut, en tous les cas, si je parle de mon expérience, globalement, une journée ressemble à une autre. Je peux avoir le sentiment qu'il y a comme une illusion de permanence. D'accord. Déjà, si tu veux devenir ressentir de très près la vulnérabilité du vivant, et puis de continuer d'explorer les causes de la souffrance, et parmi ces causes profondes, qu'on appelle le je, le moi, l'identité, qui peut paraître très compacte, très certaine. Je suis Swazik et tu es Manon, et nous sommes deux êtres différenciés, avec probablement des cultures, des histoires, des traumas tout à fait différents. Et en fait, un des mécanismes naturels, c'est de renforcer nos identités. En fait, la pratique de la méditation, de façon très naturelle, elle permet d'explorer, mais en fait, c'est quoi moi? C'est quoi je? C'est quoi cette identité qui semble si certaine, si claire? Et ben, au fur et à mesure de la pratique, à la fois on reste soi-même, je reste Swazik, toi Manon, et heureusement on a des identités différentes, ça permet qu'il y ait de l'altérité et de la différence. Mais à un autre niveau, l'identité, le je, le moi, c'est une construction. Oui. C'est une construction extrêmement complexe, faite de systèmes et de sous-systèmes. Et tout ça, on peut vraiment le toucher dans la méditation, d'avoir vraiment ce sentiment aussi que la constitution de l'ego, de l'identité, c'est une cause fondamentale de la souffrance. Des murs vont s'ériger, possiblement, les uns entre les autres et souvent contre les autres. Oui. Et donc, c'est vrai que c'est systémique là aussi, parce que si je prends soin de cette conscience que mon identité est très relative, et surtout, elle est interdépendante, mon identité. Il n'y a pas d'identité séparée du reste du monde. Et donc, là aussi, ça répond encore à ta première question, ça redevient une action en tant que telle, systémique et interreliée. Oui. Et même avec une intention altruiste en tant que telle. Donc, l'autre chose, c'est que venir aux origines des causes de la souffrance dans l'expérience, bah, c'est aussi de voir que cette constitution de l'identité et le renforcement identitaire, il va renforcer toutes les émotions, telles que la colère, la jalousie, donc jalousie, cupidité, sentiment d'insuffisance, comparaison sociale. Ça va renforcer les haines, ça va renforcer les désirs, tu vois, dans l'insatisfaction. Et donc, cette exploration, elle donne vraiment des clés, je dirais, pour revenir au monde en étant justement beaucoup plus relié. C'est pour ça que des fois on dit méditer, c'est se mettre dans une bulle, et c'est comme si c'était une pratique planquée. Ouais. Et c'est tout le contraire.
c'est plutôt percer la bulle, voir qu'on est dans la bulle de nos concepts, de nos croyances, de mes concepts, mes croyances, mes identités, mes certitudes. Ouais. Et donc, plutôt percer la bulle, et je dirais même la percer tous les jours, parce qu'elle se reconstitue extrêmement. Et c'est pour ça que la méditation est une action qu'on vient répéter. Oui. Quotidiennement? Je dirais l'idéal, c'est d'avoir une pratique quotidienne, même courte. Je dirais mieux vaut méditer 10 minutes tous les jours, faire des opérations commando méditatives. La régularité est vraiment importante parce que justement, c'est chaque jour remettre un regard clair sur qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se refermer, qu'est-ce qui est en train de se jouer. Oui. Et comment s'y mettre? Qu'est-ce que tu pourrais proposer? Ça peut peut-être faire un petit peu peur. Tu vois, là, je pense à l'œuvre Social Issues de Dan Crétu. Je ne sais pas si ça se prononce Crétu ou Crétu, que tu proposes dans ton œuvre, où on voit une personne qui est allongée sur son divan et cette image est très explicite et c'est très, très en lien avec ce que tu viens de dire, avec à chaque fois cette peur, cette besoin de reconnaissance qui revient. Donc, je la décris brièvement, mais un logo donc avec 0 pour le nombre de messages, de likes et de nombre d'ajouts sur Instagram. Donc, comment justement impulser cette volonté en fait de méditer, et pour peut-être c'est pas un objectif mais quand même ça va créer ces effets de détachement de toute cette apparence sociale qu'on se donne et qui revient si vite parce qu'on peut être vite noyé par les notifications, les appels, du rôle de l'image, de la représentation. Je dirais que souvent les gens viennent à la méditation, c'est pas du tout systématique, mais souvent les gens viennent à la méditation parce qu'il y a quelque chose en soi, je dirais, qui est en souffrance. D'accord. Et souffrance au sens large, ça peut être une souffrance, je dirais, émotionnelle, par exemple de vivre beaucoup de stress ou de vivre beaucoup d'anxiété. Donc, en tous les cas, les émotions agissent un petit peu comme les déclencheurs d'une quête. Mais je crois aujourd'hui, de déployer le sujet méditatif en le présentant davantage comme une action engagée, même si c'est je dirais une action engagée interne, mais toujours au service d'une action plus claire. Mais je pense que c'est une façon de le présenter qui gagnerait à être plus fréquente, parce que je pense que, moi je rencontre très très fréquemment des gens qui viennent s'asseoir en disant je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les autres. Je le fais pour mon fils, ma fille, mon conjoint. Je le fais pour prendre soin de la façon dont je suis au monde. Et c'est pourquoi justement la façon dont on se voit être qui est un signal parce qu'il y a trop d'impulsivité ou parce que, par exemple. Et donc, je ne sais pas si ça peut enlever des peurs. En tous les cas, peut-être ça peut donner de l'élan que de présenter la méditation comme une façon de s'engager de la même façon qu'on va trier ses déchets, tu vois, par exemple. Et que trier ses déchets, ça demande un certain effort. Et puis s'engager pour d'autres causes, à chaque fois, ça demande un certain effort. Mais cet effort, il est allégé par la motivation, il est allégé par l'intention qu'on sert. D'accord. Donc, voilà, je ne sais pas maintenant si ça répond à ta question. Oui. Mais est-ce que méditer en groupe, par exemple, pour commencer, ça peut être une façon pour faciliter la transition vers l'acte méditatif, vers méditer? Je sais que tu proposes des groupes de méditation. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça reste encore assez mystérieux pour moi, mais ça va faire à peu près 23 ans, 23 ans, je ne sais plus, que je pratique la méditation, et incontestablement, méditer en groupe, c'est soutenant. Que ça soit en ligne, à travers Zoom, que ça soit en présentiel,
c'est incroyablement soutenant d'avoir un collectif humain déjà qui fait silence, ce qui n'est pas rien aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire de se plonger dans le silence ensemble plutôt que d'avoir des échanges verbaux, ce qui est très riche, hein, bien entendu, mais c'est aussi très riche de faire acte de présence à la fois individuellement et collectivement. Et puis, finalement, d'être dans un élan commun de retournement du sens du regard. Parce que ça demande du courage, en fait, de tourner le regard vers l'intérieur. Oui. Parce que parfois, ce sur quoi on va tomber est être agréable, mais parfois, tourner le regard vers l'intérieur, c'est confrontant, en fait. Oh, oui, c'est confrontant et c'est inconfortable. Et donc, l'action collective est soutenante parce que on partage cette même intention pendant un temps donné, hein, ce même geste. Voilà. Globalement, moi, les cycles que je propose de méditation se nomment le cycle MBSR, donc, qui est un programme d'apprentissage ou d'approfondissement de la pratique de la méditation. Je l'enseigne aux étudiants en médecine, aux soignants, parfois à des patients en secteur hospitalier, mais surtout et avant tout au grand public. C'est-à-dire, ça, c'est mon activité principale, c'est celle-là. Les étudiants et les soignants sont une partie de mon activité. Et ce programme MBSR, il est conçu en groupe. C'est-à-dire la façon dont Jon Kabat-Zinn, donc qui est un professeur émérite de médecine, l'a conçu dans les années 80. Ça a été conçu en groupe justement pour que les expériences de la méditation des uns et des autres servent le collectif. Comme si c'est un petit peu une collecte d'expériences et que la pluralité de l'expérience méditative, elle est apprenante pour tout le monde. D'accord. C'est un peu comme s'il y avait une mise en commun, une collecte, tu vois, d'expériences. Et finalement, cette collecte, elle va bénéficier à toutes et tous. D'accord. Est-ce que ça répond à ta question maintenant ? Oui, totalement. Et d'accord. Oui, donc là, c'est comme si on avait les miroirs, en fait, de notre être en face de nous. En fait, déjà dans la position, je pense que rien qu'être réunis dans la même position physique, ça peut rassurer parce que, voilà, c'est quand même une position qui demande il faut être habitué à ça, une certaine adaptation. Et après, oui, ça doit être très fort, voilà, de sentir le souffle, de nous sentir reliés par le souffle et de pratiquer en groupe. Oui, tout à fait. Et puis peut-être aussi, ce qui est important de dire, c'est que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on a abordé le sujet beaucoup sous cet aspect de la méditation comme un acte de clarté vis-à-vis de soi-même, peut-être en certains endroits de voir que l'identité est relative. Et effectivement, tu as raison, tout ça, ça peut être un peu surprenant et faire un peu peur. Et du coup, c'est aussi important de dire que c'est un apprentissage qui est très doux et qu'il y a une chose qu'on apprend dans la méditation, c'est l'aptitude au non-jugement, un regard non-jugeant. Et ça, c'est sur sa propre expérience. Et c'est quelque chose qui se déploie au fur et à mesure du temps. Donc, c'est pas du tout une rencontre de face-to-face, intransigeant, dur, auto-harcelant. Au contraire, c'est une rencontre à la fois avec soi et autrui, je dirais vraiment sous le signe du non-jugement, d'un respect profond qu'on n'a pas toujours vis-à-vis de soi-même. Oui. Et je dirais même d'une tentative de bientraitance et même de compassion. Donc, voilà, aussi pour adoucir un petit peu et amener cet autre aspect qui est indissociable de la méditation de pleine conscience, qui est tout cet aspect de bienveillance et de compassion. Oui, merci. Oui, j'avais vraiment à cœur tout au long de l'échange de citer certaines de tes œuvres, donc de ton dernier livre. Et là, celle qui pour moi me paraît vraiment
incarner cette idée de miroir et de bienveillance donc envers soi-même et envers autrui. C'est l'autoportrait de Opalka où il s'est pris en photo de 1965 à 2011 tous les jours. Et c'est assez parlant. Dans ton livre, tu montres une photo de lui jeune et une photo de lui plutôt âgé. Et donc, je trouve que ça permet vraiment d'incarner l'acte méditatif parce que du coup, on peut dépasser, on peut vivre, suivre les mouvements de l'être et donc son évolution dans le temps, l'impermanence à la fois physiologique, hein, le corps qui change, mais voilà, les émotions également. Et en plus, quand on le fait en groupe, ben voilà, on peut tourner ce regard, le co-construire en fait. Enfin, vraiment, cette œuvre, est-ce que tu pourrais nous en dire davantage? Pourquoi tu l'as choisie pour parler de ça, d'oser donc se tourner tout entier vers les autres à travers un autoportrait en fait? Oui, merci Manon. Déjà, j'ai choisi cette œuvre parce que je la trouve bouleversante. Là, dans le livre, on n'a que 2 images, mais comme Roman Opalka se prenait en photo quotidiennement avec un systématisme, c'est-à-dire c'était tout le temps la même chemise, tout le temps la même expression, tout le temps la même lumière, et donc c'est des centaines et des centaines et des centaines de photos. C'est un petit peu comme donc qui sont mises côte à côte. Et là, dans ce qu'on voit, on voit un changement majeur puisqu'on voit 2 photos qui sont prises avec l'écart de plusieurs années entre. Ouais. Mais en réalité, c'est une œuvre qui est sur le changement presque imperceptible. Ouais. Parce que d'un jour à l'autre, il faut regarder des images très espacées pour voir qu'en fait, le temps a officié, que le temps a agi sur la physiologie, quoi. Ouais. Et donc, pour voir le processus de vieillissement. Donc, si on regarde 2 photos très espacées, on va voir directement la marque du temps, l'empreinte du temps. Mais si on regarde une photo à l'échelle d'une semaine ou d'un mois, c'est vraiment aussi une œuvre qui est sur vraiment les changements subtils. Ouais. Donc, voilà. Et pourquoi j'ai choisi spécifiquement cette œuvre et qui vient se trouver plutôt sur le début du livre, c'est parce qu'il y a souvent cette confusion qu'on a évoquée avec toi, que la méditation serait un acte narcissique, en fait, que ça serait se regarder le nombril. Et donc, là, la tentative, c'est de créer un parallèle avec le monde de l'art, où, en fait, dans le domaine artistique, il y a l'histoire de l'autoportrait aujourd'hui, elle est très fournie. Donc, des artistes se représentent depuis des siècles et des siècles. Oui. Donc, Opalka est un de ces artistes qui tourne le regard sur soi-même, mais ce n'est pas, et c'est manifeste, des images ou des autoportraits narcissisants, comme par exemple certains selfies sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, puisque l'intention, c'est d'éclairer sa propre condition, mais à travers sa propre condition, la condition de tous les hommes. Oui. Et donc, c'est une façon de faire un parallèle entre le domaine artistique et le domaine méditatif, et de dire qu'en fait, c'est l'intention qui sous-tend l'œuvre, ou c'est l'intention qui sous-tend l'assise méditative, qui va définir si c'est une action narcissique ou altruiste. D'accord. Et là, chez Opalka, c'est manifeste qui fait un don qui va bien au-delà de sa propre personne. Et donc, c'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu créer un parallèle pour dire la même chose par rapport à la pratique de la méditation. D'accord. Et c'est finalement quelle intention on sert qui va faire de la méditation une action narcissique ou altruiste. Et d'ailleurs, tu vois, on tourne autour des mêmes sujets d'une certaine façon, parce que le risque d'une mauvaise transmission sur la méditation, c'est justement d'en faire une action narcissique de plus. Oui, de plus. Et tu ferais quel autre pont entre l'art et la méditation? Donc là, on voit que les deux permettent vraiment une réflexivité. On voit le rôle de l'intention dans ces 2 pratiques. Mais pourquoi il était important pour toi de lier ces 2 aspects, ces deux
Oui, ces deux activités, ces deux passions, on peut leur mettre ces deux postures. Ouais. Écoute, il y a plein de raisons à ça. Déjà, là aussi, c'est important de mentionner que j'ai rien inventé, dans le sens où en fait, ce qui est complexe, c'est que on rentre un petit peu dans le domaine de ce qui, en soi, n'est pas représentable. C'est-à-dire que quand on pratique la méditation, bah, finalement, de l'extérieur, on voit un homme ou une femme assis sur un coussin, et a priori, personne ne fait rien. Et pourtant, il y a un foisonnement intérieur. Et donc, c'est très compliqué de représenter ce qui n'est pas visible. Oui. Donc, depuis d'aussi loin que la méditation existe, pour raconter cette expérience sensible, finalement, quand les mots manquent, il reste la poésie, il reste l'expression artistique sous toutes ses formes. Et donc, les moines zen écrivaient des petits poèmes, des haïkus, par exemple. Les Tibétains, les ermites produisaient on parlait de chants spontanés. Aussi tout le domaine de l'expression calligraphique et de l'expression peinte. Donc, si tu veux, c'est vraiment deux domaines qui se donnent la main depuis toujours. D'accord. Les méditants se sont toujours exprimés sous forme artistique. Donc, ce pont entre l'art et la méditation, il est très ancien. D'accord. Et puis, pourquoi j'ai choisi de rapprocher ces deux domaines parce que je me suis effectivement posé la question de me dire, tiens, l'iconographie qui est représentée dans les magazines, sur Internet, sur les réseaux sociaux, l'iconographie de la méditation me semble pas adaptée. En tout cas, elle correspond pas à la réalité de mon expérience. Oui. Parce que généralement, justement, on voit des femmes dans des bulles, on voit des femmes en maillot de bain devant des couchers de soleil ou avec des sourires, une forme de béatitude, tu vois. Et à la fois dans mon expérience personnelle et en tant qu'enseignante depuis plus de 10 ans, c'est pas du tout représentatif de l'expérience de la méditation. Donc, il y avait cette question de tiens, si je devais représenter ce cheminement intérieur, toute sa richesse, comment je ferais? Et ce qui m'est venu, c'était de me dire, mais en fait, le champ artistique parle d'intériorité. Donc, c'est à partir de là que s'est conçu ce dialogue entre l'art et la méditation, et de voir comment l'art peut nous aider à comprendre l'intériorité méditative, et aussi comment la méditation peut nous éclairer sur l'art. Donc, c'est vraiment en fait, deux disciplines que je vois un peu comme se donnant la main, ou comme une seule, peut-être même une seule et même discipline ayant pour intention de vivre le plus humainement possible. D'accord. Est-ce qu'il y a une forme d'écologie dans ces deux pratiques, une écologie de l'être, une écologie de la représentation, ou est-ce que c'est une forme d'écologie pour toi? Oui, incontestablement, parce que de toute façon, il y a cette notion au cœur de la pratique méditative qui est de prendre soin du vivant. Ouais. Et ça, je dirais que c'est omniprésent. Donc, prendre soin du vivant en soi, et c'est pas si simple, des fois, de ne pas nourrir ce qui est morbide ou ce qui est automatique. Et donc, il y a toujours cette notion de l'inter-être, qu'on est à la fois un individu et en même temps un être composé de poussière d'étoiles, quoi. Tu vois, qu'on est aussi une manifestation de l'univers, et que pour prendre soin de nos intentions, c'est prendre soin du monde qui nous entoure. Et prendre soin du monde qui nous entoure, que ce soit humain, végétal, minéral, notre environnement, c'est prendre soin de nous. Oui, tout à fait. Oui. Donc, il y a une constante
interaction. Donc oui, pour moi, c'est incontestablement une action engagée que de méditer et incontestablement une action écologique parce qu'on ne peut pas faire, à mon sens, l'économie d'un regard sur soi-même Oui. Pour essayer de modifier certaines habitudes et certaines actions. Et parfois, c'est amener des énormes changements. Oui. Et donc, ce regard sur les rouages de la souffrance, pour moi, on court le risque de reproduire toujours les mêmes erreurs. Oui. Je dirais que c'est une forme d'écologie un peu poétique et aussi d'écologie de l'intérieur au service du monde qui nous entoure. Oui. Et encore une fois, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une pensée personnelle, c'est vraiment intrinsèque à la psychologie méditative d'aussi longtemps qu'elle existe. Oui. Oui. Est-ce qu'elle avait été mise en place avec cette intention-là à l'époque quand elle a émergé? Je ne sais même pas il y a combien d'années. Probablement, ce n'était pas une question. Mais dans la tradition bouddhiste dans laquelle la méditation s'est déployée, ce qu'on appelle développer l'esprit d'éveil, on parle parfois de bodhicitta, juste pour avoir un petit côté historique. Et cet esprit d'éveil, c'est comment je peux soulager la souffrance du vivant, la souffrance de ce monde. D'accord. C'est vraiment dans l'ADN de la pratique de la méditation. Et justement, là, je crois que c'est vraiment un de nos engagements de faire attention à ce que la méditation ne devienne pas autre chose. Si sa forme peut changer avec les cultures, ça c'est tout à fait normal, mais que son intention centrale reste de prendre soin du vivant à toutes les échelles. Oui. Oui, ça c'est important. Et encore une fois, je crois que cette représentation, ce message derrière la pratique méditative est très peu véhiculé. Et c'est pour ça c'est fondamental que des personnes comme toi ou ou juste des pratiquants, même sans être experts, en fait, voient cette reliance pour terminer la boucle systémique. Tu vois, tu parles du monde flottant, du ukiyo, et d'un sentiment d'union intime avec le cosmos. Et donc, c'était chouette de pouvoir le souligner. Merci Swazik. Est-ce que avant de se quitter, on pourrait revenir sur la définition d'une nouvelle conscience? C'est la question signature du podcast. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, une nouvelle conscience? Comment tu le comprends et qu'est-ce que c'est? Si je peux me permettre une question, Manon, tu es libre d'y répondre ou pas. Qu'est-ce que toi, tu entends par nouvelle conscience? Pour moi, une nouvelle conscience, c'était quand ce nom m'est venu, ce titre, c'était une idée d'une nouvelle relation au monde, à la fois visible, invisible, micro, macro, une nouvelle façon d'être et d'inter-être, comme tu l'as prononcé tout à l'heure, et une ouverture, je crois que à l'invisible qui nous lie tous, en fait, à cette union au grand tout. Et c'était ça pour moi. Et toi? Non, je trouve ça très joli la façon dont tu le définis et je pourrais même m'y relier franchement mot pour mot, Manon. Ah oui? Ouais, vraiment mot pour mot. Quand tu dis nouvelle conscience, je ne sais pas si c'est une nouvelle conscience ou si c'est peut-être de ressentir qu'on est à la fois... Il y a un texte très beau qui dit chacun de nous est un enfant, chacun de nous est un ancien. Donc je ne sais pas si c'est une nouvelle conscience ou plutôt c'est pas quelque chose de nouveau ou quelque chose d'extérieur ou quelque chose qui serait à créer. Je pense que c'est plutôt quelque chose à dévoiler. Oui. Mais qui est déjà là, qui est déjà présent.
qui n'est pas nouveau, qui est très ancien, qui est très profond, qui traverse les âges. Et je pense que pour moi, cette conscience, c'est d'aller vraiment au cœur de son humanité, quoi, de se permettre de ressentir son cœur, de ressentir sa fragilité et ressentir ce miracle d'être vivant, qui est quand même un truc incroyable. Peut-être que pour moi, c'est ça, la nouvelle conscience, c'est se désencombrer, se dévoiler pour faire apparaître des qualités qui sont des qualités humaines qui sont déjà présentes. Et donc, désencombrer nos égos, désencombrer nos carapaces, tu vois, ça serait s'alléger, se mettre un petit peu plus à nu pour retrouver quelque chose de plus d'un sentiment primitif de l'être, tu vois, de l'être au monde. Et je pense qu'il rend la sensation de l'interdépendance beaucoup plus sensible et comme une urgence de prendre soin du lien. Oui, donc dans ce que tu dis, c'est plutôt, voilà, c'est pas nouveau, c'est même un retour en fait à un état originel peut-être, un état, vraiment, c'est ça que tu vois. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Merci beaucoup, Swazik. Donc, on peut te retrouver à travers tes programmes de MBSR, donc Mindfulness Based Stress Reduction, donc méditation de pleine présence basée sur la réduction du stress. Je ne sais pas si c'est la traduction. La réduction du stress basée sur la méditation de pleine conscience. D'accord. Stress à entendre de façon très large. Oui. Et donc, tu as un site internet qui est très bien fait, ainsi que sur ta page Instagram, Swazik Michelot MBSR. Tu es basée à Paris, mais tu fais aussi des méditations par Zoom, des cycles. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Je propose aussi des conférences ou des ateliers autour de méditer à travers l'art. Oui. Et puis, des séances de soutien à la méditation en ligne, en soutien à différentes associations, dont SOS Méditerranée, Karuna Section et d'autres. D'accord. Des cycles MBSR et puis après des développements plutôt dans le domaine médico-social. D'accord, super. Et puis voilà, ton merveilleux livre Méditer à travers l'art, voilà, qu'on peut retrouver dans toutes les librairies. Donc, merci beaucoup. J'aurais bien aimé terminer sur une méditation, mais ça fait déjà 1 heure. Je ne sais pas si toi, voilà, ça risque d'être un peu long, mais en tout cas, on peut te retrouver facilement voilà, sur toutes ces pages. Merci beaucoup. Merci à toi, Manon. Merci beaucoup, beaucoup. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.